On va demander maintenant à notre intervenante, chercheur, d'avoir peut-être une dimension différente, puisque moins de terrain, quoique. Et après, je propose que nous ayons un jeu de questions-réponses. Donc merci, je suis Olivia Gross, donc je suis chercheuse au laboratoire éducation et pratique de santé. Je suis docteur en santé publique, je suis chercheuse en sciences de l'éducation. Donc en tant que chercheuse en sciences de l'éducation, ce qui m'intéresse, c'est les savoirs, les compétences, la motivation, voilà, des thèmes de sciences de l'éducation, mais chez les malades. Et pas chez les étudiants ou à l'école. Et en tant que chercheuse en santé publique, ce qui m'intéresse, c'est l'impact de leur participation dans le système de santé. Donc ma communication porte sur les savoirs expérientiels et le pouvoir d'agir des associations. En 2013, il y a eu un éditorial du British Medical Journal qui a fait beaucoup de bruit. Cet éditorial était intitulé « Que la révolution des patients commence » et il se concluait sur les phrases suivantes. Il a été dit que le système de santé n'irait pas mieux tant que les patients n'y tiendraient pas un rôle majeur. Nous sommes d'accord et comptons soutenir cette révolution. Alors qu'est-ce que cette revue prestigieuse médicale entend par rôle majeur ? Qu'est-ce qui a fondé cette prise de position de cette revue ? De quel rôle majeur s'agit-il ? En quoi consiste l'empowerment des associations et quels en sont les facteurs facilitants et les limites ? Ce sont les questions autour desquelles j'ai structuré ma communication. Alors sans doute qu'au fondement de cette déclaration, il y a d'abord les incessantes... ça fait 40 ans que l'OMS ne cesse d'inciter, les incessantes incitations de l'OMS pour qu'il y ait davantage de participation des patients et des communautés. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'OMS fait le constat que les actions verticales ne fonctionnent pas, que ça ne marche pas, parce que les personnes ne se les approprient pas. Parallèlement à ça, il y a une pression associative depuis à peu près les mêmes années pour qu'il y ait davantage de participation des personnes. Cette pression, elle était essentiellement, surtout au début, d'ordre moral, et tel que c'est illustré par le slogan dans lequel toutes les associations se reconnaissent, « Rien sur nous sans nous ». Et elles sont même un certain nombre à se reconnaître dans la phrase de Mandela « Tout ce qui est fait sur moi, sans moi, est fait contre moi ». Mais à côté de ces raisons morales, il y a aussi des raisons pratiques qui renvoient au fait que la participation est, comme l'a dit Étienne Cagnard dans son rapport qui a préfiguré la loi de 2002, la participation des usagers est un levier d'amélioration de la qualité des soins. Alors qu'est-ce qu'on entend par levier ? C'est le fait que de nouvelles idées émergent de la perspective des usagers qui n'auraient pas pu être conçues par des personnes appartenant au système. Et pourquoi ça améliore la qualité des soins ? Parce que leur participation permet de s'assurer que ce qui a été fait, mesuré, analysé et amélioré est ce qui compte vraiment pour les patients et pour leurs proches. Autrement dit, ça permet d'améliorer la pertinence des soins. On sait que c'est un sujet actuel. Alors pourquoi ça améliore la pertinence ? Et qu'on a besoin d'améliorer cette pertinence parce que les personnes, au départ, ont ressenti des manques, elles ont ressenti des besoins, elles ont ressenti que leurs attentes n'étaient pas pourvues, elles ont ressenti un sentiment de vulnérabilité terrible et dans le contexte où elles avaient le sentiment de l'inefficacité d'autrui. Alors autrui, c'est une personne, autrui, c'est le système de soins en général, comme ça peut être la médecine, en tout cas, leur demande n'a pas été pourvue. Ces personnes ont éprouvé une capacité d'aspiration, c'est-à-dire la capacité à se dire que l'avenir pouvait être meilleur que le passé, soit pour elles, soit pour les autres. Et elles ont eu un sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire qu'elles se sont auto-responsabilisées et mises en mouvement. Et elles l'ont fait pas seulement pour elles, mais elles l'ont fait aussi par altruisme, pour les autres, et surtout par... plus précisément par biosocialité, c'est-à-dire pour la communauté de personnes à laquelle elles se sentent appartenir, à partir du fait qu'elles ont le sentiment d'avoir un destin biologique, technologique
commun. Et peu à peu, elles sont devenues passionnées par ce qu'elles faisaient. Alors, certaines personnes ont plutôt une passion cognitive, d'autres une passion conative. Ceux qui sont une passion cognitive, ça les pousse à tout savoir sur un domaine, donc qui peut être la maladie. Mais quand on est passionné, on n'en a jamais assez. Vous voyez, en fait, on veut connaître, on veut avoir l'état des connaissances, et puis en même temps, du coup, on voit les manques, et alors on veut produire là où il y a des manques. On veut bousculer le savoir. Et la passion conative, c'est pareil, ça pousse à agir, et ça pousse à aller agir là où c'est pas fait. Au total, il s'agit d'une motivation défectance, c'est-à-dire que la visée, c'est d'être efficace et utile. Et en plus, cette motivation, elle est salutogénique. Alors moi, j'utilise le mot de je fais référence à la salutogénèse plutôt qu'à la résilience, parce que dans la notion de salutogénèse, il y a ce sentiment justement que les choses finalement ont du sens, et ce sentiment de réconciliation avec l'histoire de vie, qui à mon avis est un peu différente que dans la résilience. Alors, ça évoque l'empowerment psychologique tel qu'il est défini par Zimmerman, c'est-à-dire des croyances personnelles en sa propre compétence et efficacité. Donc cette motivation-là intérieure, c'est ce que j'appelle le pouvoir intérieur, et la volonté de s'impliquer dans des activités pour exercer un changement dans l'environnement social et politique. Et là, on est dans le pouvoir sûr. Ce pouvoir sûr, il convoque, et cet empowerment, il convoque des savoir-faire et des savoirs. Pourquoi ? Parce que si on a simplement de l'empowerment sans compétences et sans savoir, on va exercer cet empowerment en vain, sans capacité vraiment d'influence. Alors les savoir-faire, je vais faire très court, de manière synthétique. Les compétences nécessaires, c'est des compétences qui renvoient aux compétences de l'interculturalité, aux compétences de l'autonomie, aux compétences émotionnelles. En revanche, je vais détailler un peu plus les savoirs. Alors, il n'est pas possible de caractériser les savoirs des associations sans caractériser les savoirs des personnes qui les composent. Parce que les associations, ça reste des personnes morales, composées de personnes physiques. Alors les personnes ont accès au savoir du haut. Aujourd'hui, on l'a dit, grâce notamment aux technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire qu'elles connaissent, si elles le veulent, les bonnes pratiques, les normes, les savoirs savants, etc. Et elles ont leur savoir du bas, qui sont des savoirs expérientiels. Les savoirs expérientiels, ils portent sur 4 domaines. Ils portent sur la vulnérabilité. Il faut avoir vécu ça pour savoir ce que c'est que d'être confronté à un enfant malade ou à sa propre maladie, avec toutes les angoisses que ça peut susciter. C'est des savoirs. Les deuxièmes, c'est les savoirs qui portent sur la vie quotidienne avec la maladie. Les troisièmes, sur les parcours de soins, mais sur l'effectivité des parcours de soins. C'est-à-dire pas du point de vue de celui qui les a conçus, du point de vue de celui qui les vit. Et ils portent aussi sur la relation de soins, et également du point de vue de celui qui en demande dans cette relation de soins. Et donc, ça change tout, bien évidemment, c'est pas la même perspective. En gros, ça porte sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais les savoirs expérientiels ont un certain nombre de limites. D'abord, contrairement à ce qu'on dit des fois un peu trop hâtivement, ils ne sont pas propres aux patients. Les professionnels de santé ont des savoirs expérientiels aussi. D'ailleurs, qui on va voir ? On va voir un professionnel de santé expérimenté plutôt qu'un qui sort de l'école. Et qu'est-ce qu'on valorise entre l'un et l'autre, alors que celui qui sort de l'école a des savoirs savants sans doute plus update, c'est qu'on valorise les savoirs expérientiels du professionnel de santé. C'est ça que c'est, voilà. Donc c'est pas propre aux patients, contrairement à ce qu'on affirme. Ensuite, ce qui complique les choses, c'est que ces savoirs expérientiels, ils sont connus pour leur extrême intervariabilité. Ils sont très différents d'une personne à l'autre. Alors ça complique parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas représentatifs, qu'on ne peut pas vraiment baser quelque chose là-dessus. Et en plus, la science, elle s'est construite précisément contre le sens commun. Et les savoirs expérientiels renvoient quand même au sens commun. Donc en gros, quand un professionnel de santé reconnaît au patient des savoirs expérientiels, en gros, il ne lui reconnaît rien. Faut pas se leurrer. Il ne lui reconnaît pas grand-chose en tout cas. En revanche, il existe des savoirs situés. Et les savoirs situés, ce sont des savoirs expérientiels mis en commun dans des espaces collectifs et donc surtout associatifs. Au sein de ces espaces, il y a un tri qui se fait entre ce qui est le singulier et ce qui est général. Donc les savoirs situés se construisent contre les phénomènes locaux.
en fait, il faut des dialogues herméneutiques lors desquels il y a des prises de conscience collectives qui permettent de repérer les situations injustes au sens de ne pas adapter, c'est-à-dire ce qui ne fonctionne pas, que tout le monde a connu. Ces situations injustes sont mises et analysées au regard des normes exogènes pour voir si c'est normal d'être passé par là ou pas, ou s'il manque de normes. Et comme elles sont analysées aussi pour repérer ce qui fonctionne chez les uns dans la perspective éventuellement de généraliser ça. Donc ces savoirs situés, ils servent à prendre position. C'est pour ça qu'on parle de savoir situé. Ils servent à prendre position sur un sujet donné. Voilà, comme l'illustre cette phrase que j'ai recueillie lors d'un entretien de recherche auprès de Hugues, qui était président d'ACT UP Paris à l'époque. Je me sens pas à l'aise de représenter un groupe si on n'a pas fait un travail en amont qui consiste à élaborer ensemble quel est le discours, les positions qu'on veut tenir. Voilà, là on est dans les savoirs situés. Alors ces savoirs situés, ils servent à réaliser une action collective qui est conçue à l'aune des besoins constatés. C'est donc quelque chose qui renvoie au collectif, au pouvoir avec, et c'est fait toujours dans le milieu associatif, à l'intention des personnes qui sont les plus vulnérables, les plus éloignées, les plus en difficulté. Donc c'est vraiment un pouvoir pour. Le but, c'est d'influer sur ce qui est fait, sur les référentiels ou autres, et de transformer le monde. Ça renvoie vraiment au pouvoir sûr. Il s'agit d'élaborer ce qui pourrait fonctionner. Alors c'est Haraway la première qui a montré l'apport complémentaire des savoirs situés. Elle l'a montré dans le cadre du féminisme. Elle a montré que pour avoir une lecture globale de la réalité, il fallait avoir les savoirs situés de toutes les parties prenantes de cette réalité. Au risque sinon, dans le domaine médical, comme l'a dit Delga Larando, de faire preuve d'ethnocentrisme médical, de réductionnisme médical. Les savoirs situés, ils sont relativement, voire très stabilisés au sein d'une communauté. Plus ou moins grande. En ce qui concerne les attentes sur la relation de soins, c'est très stabilisé au sein de la des communautés de patients, quelles que soient les associations, et cela en France, au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis. Les patients engagés dans le système de santé, dans les associations, ont exactement la même attente. Ce qu'ils attendent, c'est que soit respectée la dignité des patients, qu'on choisisse les objectifs les objectifs des traitements avec les patients à partir de ce qui a de la valeur pour eux, qu'on réponde à toutes leurs questions, qu'on se fie à ce qu'ils disent, qu'on discute ouvertement avec eux de toutes les options possibles, qu'on leur donne accès à leurs dossiers médicaux et à toutes leurs données médicales en temps réel. En ce sens, c'est une communauté épistémique, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes savoirs, les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Alors, je voulais vous donner un exemple de croisement des savoirs de manière à avoir une lecture globale de la réalité. Si on imagine une situation clinique lambda, la direction hospitalière, quand elle va regarder cette situation clinique, elle va l'interroger selon une logique organisationnelle, sécuritaire, financière. Les médecins, ils seront, eux, dans une logique d'épreuve, de respect des bonnes pratiques. Le patient concerné, il sera dans une logique de prise en compte de ses besoins. Et le représentant d'usager qui sera là, il sera encore à un autre niveau. Il sera dans une logique d'effet où il va donner la primauté et la valeur à la parole des patients, et il sera dans une logique de respect de l'autonomie des patients. Vous voyez bien qu'on a besoin de ces 4 points de vue pour pouvoir interpréter correctement cette situation. Bon, de plus, les patients produisent des savoirs émancipateurs. Donc c'était l'idée de la phrase que j'ai citée en introduction, de nouvelles idées émergent de la perspective des usagers. Ils font des propositions innovantes, disruptives, qui sont celles des d'acteurs out of the box et qui interrogent la réalité différemment. Lors d'un entretien de recherche, Karen Ayash, qui est une maman d'une petite fille qui a la maladie de Sanfilippo, qui a développé une thérapie génique alors qu'elle n'était pas issue du tout du milieu de la santé, et elle a créé une start-up très très successful depuis. Elle m'a dit, si j'ai réussi ça, c'est que je pense que les gens qui sont successful sur le plan de la science, c'est des gens qui font comme moi, qui papillonnent très très loin de la source de connaissances. Autrement dit, les scientifiques étaient enfermés dans des dogmes, alors que le principe même de la science, c'est que les vérités d'aujourd'hui, peuvent être remises en question demain, hein, sinon on est dans l'idéologie. Voilà. Donc, mais les scientifiques étaient enfermés dans leur dogme, tandis qu'elle, qui n'était pas prisonnière de ça, elle a pu voir autre chose. Et puis aussi, les patients
engagés. Ce qui est important pour eux, c'est d'être experts de l'expertise de l'autre, y compris au sein des patients. Et M, qui est un patient très engagé sur le VIH, membre de l'Agence nationale de recherche du sida, me disait: si quelque chose me dépasse, en attendant que j'acquière de l'expertise, il faut que j'ai des référents, des mecs comme moi qui sont forts, par exemple, sur les hépatites. Alors, dans quel domaine s'exerce le pouvoir sûr des associations? À mon avis, dans 5 domaines. Ils vont d'abord essayer d'accroître les libertés de bien-être, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les préférences des personnes puissent réellement s'exercer. Ça passe par améliorer l'accès aux essais cliniques, aux prises en charge financières, aux centres de soins. Donc, ils vont donc avoir un rôle pour améliorer la qualité des ressources externes. Ils ont aussi un rôle autour de soutien des ressources individuelles des personnes. Ils vont améliorer leur accès à l'information, leur capacité à la traiter, à se déterminer, à connaître leurs droits. Elles vont chercher à dynamiser la recherche, à l'orienter en fonction de leurs priorités. Ils peuvent avoir un rôle d'alerte, comme les associations Le Lien sur les maladies nosocomiales, Renalou qui a montré l'inégalité d'accès aux greffes du rein, ou tout ce que font les associations sur l'autisme actuellement. Et elles vont aussi s'engager pour l'intérêt général, comme c'est demandé notamment d'ailleurs dans le cadre de l'agrément national des associations. Alors je voudrais m'étendre un petit peu sur la recherche, et donc sur le pouvoir sûr dans la recherche. Alors c'est particulièrement protéiforme dans le cadre de la recherche. D'abord, les patients peuvent faire ou les associations de patients de l'épidémiologie populaire, comme c'est illustré là par cette affiche de film qui montrait d'Erin Brockovich, des communautés de patients très peu éduqués au départ, qui repéraient des cancers environnementaux et qui luttaient pour les faire reconnaître. Alors, en fait, c'est prioriser le pouvoir des faits versus le pouvoir des preuves, au moins un certain temps. Là, je voudrais citer M, à nouveau, qui, lors du même entretien de recherche, me disait « Donc, j'ai compris un truc, c'est qu'en mettant en œuvre une entraide entre les patients, on arriverait là où le médecin allait prendre en compte ce qui nous arrive uniquement quand ils allaient récolter des datas, qu'il faudrait ensuite que leur machine digère les datas, qu'ils allaient ensuite les collationner pour pouvoir les répercuter et compagnie, et qu'en gros, ils étaient les derniers au courant, et que les premiers au courant, c'était nous. Et qu'en étant les premiers au courant, on avait un rôle à jouer pour que la chose s'accélère, car en attendant, c'était nous qui y étions exposés. C'est à partir des effets indésirables de Zérite que j'ai entrevu que, les pauvres toubibs, ils sont gentils, ils sont incontournables, mais ils sont les derniers au courant. Il faisait référence aux lipodystrophies à l'époque autour du VIH. Alors, depuis cette époque-là, les patients sont organisés, puis grâce aux nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, il existe des tas de sites internet où il est possible de rapporter ces symptômes, ces effets indésirables liés aux médicaments et les solutions alternatives qui ont été trouvées, ou les solutions mises en place, pas forcément alternatives d'ailleurs, qui ont été trouvées et qui compensent et qui aident. Et bien évidemment, au vu de la quantité de personnes qui s'expriment, il y a des grosses tendances qui ressortent, et ça sert un peu de recherche exploratoire, et ça peut attirer l'attention de chercheurs. Un autre moyen de s'engager dans la recherche, c'est de faire de l'activisme thérapeutique, c'est-à-dire de faire en sorte que ces questions de recherche ou sa maladie soient mises à l'agenda des chercheurs. Il y a aussi de plus en plus de recherche collaborative entre professionnels de santé et usagers. C'est même la norme au Royaume-Uni. 80% de la recherche publique au Royaume-Uni est collaborative. Les usagers sont impliqués dans plusieurs phases de la recherche. Sinon, elle est tout simplement pas financée. Ce que dit Sally Davis, qui est la numéro 1 en santé, enfin la patronne de la santé publique au Royaume-Uni, elle dit: peu importe combien la recherche est difficile ou combien le chercheur est intelligent, les patients et le public apportent toujours des éclairages inestimables et uniques. Leurs avis concernant les protocoles, la mise en œuvre, l'évaluation des recherches rendent les recherches plus efficaces, plus crédibles et souvent plus efficientes. Enfin, il y a encore un dernier moyen.
de s'engager dans la recherche, un autre type de recherche sont les patient-driven research. Là, c'est vraiment des recherches qui sont conduites selon les priorités et les valeurs des patients. Autrement dit, la question de recherche émane des patients. Et la question de recherche qui émane, c'est une question, là aussi, qui n'aurait pas pu naître dans l'esprit de quelqu'un qui appartient au système classique. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est eux qui portent cette question. Alors, le temps me manquait pour en détailler plusieurs, mais c'est vraiment intéressant, je trouve. Je voulais donc juste me référer à une recherche communautaire qui a été portée par le laboratoire, par AID et par le laboratoire de recherche GREPS de Lyon. Il s'agit de la recherche drug test qui a abouti à ce qui est les autotests du VIH en vente libre et gratuit dans les pharmacies. Pensez bien qu'il n'y a aucun médecin ou personne, même les comités d'éthique d'ailleurs, s'était prononcé contre. Il y avait tellement cette idée que si la personne apprenait son diagnostic toute seule et que c'était pas un médecin qui lui annonçait, il allait se pendre, alors que s'il était tout seul, voilà, s'il était tout seul, il allait se pendre. Si un médecin lui annonçait, c'était beaucoup plus supportable. Vous imaginez les recherches qu'il a fallu pour prouver qu'il n'y avait pas de faux positifs, ni de faux négatifs, des faux négatifs, ni que les gens se pendaient pas plus dans tel bras que dans tel autre. Donc c'est des recherches qui appellent une méthodologie scientifique très 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 rigoureuse. Mais il y en a de plus en plus. Et comme a dit Bruno Spire, qui est l'ancien président de AID, il dit avant, quand on voulait obtenir quelque chose, eh bien on se roulait par terre. Maintenant, on apporte des données probantes. Alors, limites et facteurs facilitants au pouvoir d'agir des associations. Alors, il y a quelques tensions conceptuelles et éthiques. D'abord, il faut savoir résister à l'influence d'autrui, aux demandes inappropriées. Pour autant, prendre du pouvoir, ce n'est pas prendre le pouvoir, ça a été bien dit. Néanmoins, il y a une vraie peur de perdre le pouvoir qui existe, qui est quand même un peu surfaite, quelque part, parce que c'est supposer que le pouvoir n'existe qu'en quantité limitée, alors que ce n'est évidemment pas le cas. Et que je dirais presque que ça s'auto-reproduit, génère, etc. C'est plutôt exponentiel. Néanmoins, il ne faut pas dénier que le conflit existe, mais je pense aussi qu'il ne faut pas en avoir peur. Parce que d'abord, le conflit, il met en mouvement aussi. Vous avez vu, c'est quand même le sentiment d'inefficacité d'autrui qui a mis en mouvement les personnes. Donc ça met en mouvement. Et puis, il est connu aussi que ça participe à la construction identitaire, en particulier des groupes, des acteurs faibles. Donc voilà, ça permet aussi de souder des groupes. Ensuite, l'empowerment peut servir les théories de l'adaptation, c'est-à-dire on se dit aux gens qu'il faut qu'ils s'adaptent et donc qu'ils aient plus de pouvoir d'agir. Et ça, c'est aussi un moyen de masquer, ça peut être un moyen de masquer l'impuissance du système. Et du coup, voilà, que le pouvoir d'agir devienne un devoir d'agir. Et le seul moyen d'éviter ça, à mon avis, c'est de se rappeler que dans l'empowerment, il y a toujours un rôle très important de la pensée critique. Et dès lors qu'il y a de la pensée critique, eh bien, on ne peut pas tomber dans ce biais-là. Ensuite, au fil de mon parcours, j'ai repéré un certain nombre de freins, je vais passer rapidement dessus. C'est tous les discours qui vont dire on risque d'angoisser les patients. Alors, ça va être tous les discours qui vont stigmatiser l'usage d'Internet. On entend aussi beaucoup que les patients risquent de rester englués dans leur maladie s'ils s'engagent ou s'ils rentrent dans le milieu associatif. Alors qu'on a vu au contraire que c'était salutogénique pour ceux qui éprouvent besoin de le faire. Les autres n'en ont pas besoin ou font autrement. Le manque de temps, bien sûr. Alors ça, c'est pas faux que toutes les entreprises collaboratives prennent du temps, c'est bien connu. D'ailleurs, toutes les recherches collaboratives coûtent plus cher que les autres recherches, en partie pour cette raison-là. Mais on a vu aussi que ça permet de faire des actions de santé plus efficientes, et donc finalement, ce temps, il est bien investi. L'ethnocentrisme médical, le monopole du savoir, alors ça se repère dans toutes les phrases où on va interpréter les attentes des patients. Je les connais, j'ai beaucoup de patients, je les vois, je sais ce dont ils ont besoin. Alors, les associations peuvent tomber également dans ce faux pas-là. Voilà, c'est la même tendance, pouvoir parler au nom d'eux sans
les avoir vraiment questionnés. Les professionnels peuvent aussi beaucoup dire « mais on est tous des patients, nous aussi, on a des problèmes de santé, donc pourquoi on a besoin de ces patients ou de passer par eux ?» Alors à mon avis, ceux qui disent ça n'ont pas compris la différence entre savoir expérientiel et savoir situé. À moins d'avoir fait partie de collectifs dans lesquels ils ont élaboré une prise de position collective, ils sont des savoirs expérientiels de patients, mais pas ces savoirs situés. Et puis c'est tous les discours qui vont discriminer les savoirs basés sur l'expérience, notamment à partir du fait que c'est pas représentatif. Cette question de la représentativité, c'est un caillou dans la chaussure, c'est un frein permanent. Mais à mon avis, les professionnels de santé qui disent ça ont une vision de la représentativité qui est une vision statistique du terme. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qu'on est devant nous soit un échantillon représentatif et qu'elle ressemble à tous les autres qu'on voit en consultation. Or non, dans le milieu associatif, on est représentatif déjà parce qu'on est élu. Quand même pas mal, comme ça a quand même un certain poids. Donc c'est tous les discours qui vont disqualifier les patients experts, les associations en disant ils sont trop experts. On entend ça aussi. Alors le problème, c'est que le corollaire de ça, c'est collaborer avec les personnes les moins compétentes, les plus instrumentalisables et les moins en capacité de chercher des solutions collectives. Les facteurs facilitants. Alors les facteurs facilitants, ils renvoient au pouvoir d'eux. C'est-à-dire que c'est bien beau de donner de l'empowerment, c'est bien beau de pouvoir donner des droits, etc. Mais il faut que les gens puissent accueillir cet empowerment. Sinon ça fonctionne pas. Donc le pouvoir d'eux renvoie vraiment à ces ressources externes-là. J'ai pas le temps de m'étendre, mais voilà, une loi comme celle de 2002, bien sûr, favorise ce pouvoir d'eux. D'autant plus que avec la démocratie sanitaire ou en santé, comme on dit aujourd'hui, on est dans le paradigme de la co-construction qui est à la croisée de l'éthique de la discussion, du penser ensemble et des théories de l'action, c'est-à-dire de l'agir ensemble. Pour co-construire, rappelons-nous qu'il faut associer les personnes le plus tôt possible et tout au long des projets. C'est-à-dire, on définit les besoins ensemble à partir de ce qui ne fonctionne pas. On co-conçoit et on co-réalise un projet original. Alors, il va perdre sans doute en reproductibilité ce qui va gagner en pertinence. Et donc, on conçoit ce qui pourrait fonctionner. Il est important de veiller au sentiment d'utilité et d'efficacité des acteurs faibles qui sont là, puisque sinon ils vont se désengager. Il faut se rappeler la motivation d'effectance. Il faut que toutes les parties soient prêtes à apprendre de l'autre et envie d'apprendre de l'autre. Ça nécessite sans doute davantage de formation de toutes les parties prenantes. Je déplore aujourd'hui qu'en France, on ne forme que les représentants d'usagers et pas les autres membres des commissions des usagers. Et à ces conditions, il faut aussi davantage d'études d'impact et on en manque. Et à ces conditions, les usagers peuvent avoir un rôle majeur. Donc pour résumer mon propos, les différentes composantes de l'empowerment, c'est ce pouvoir intérieur qui renvoie à la motivation des patients, à leur sentiment d'efficacité, à leur capacité d'aspiration. Il faut savoir qu'on aspire jamais mieux qu'en groupe. Et ça a été bien dit et montré par Appa-Duret, qui est l'auteur référence sur les capacités d'aspiration. Et il a montré que ça profitait en particulier aux personnes les plus vulnérables. Donc ça nécessite le groupe, ce pouvoir avec, où émergent en plus les savoirs collectifs que sont les savoirs situés. Sur le système, donc ce pouvoir sûr, au profit des plus en nécessité, des plus vulnérables, donc le pouvoir pour. On a quand même besoin d'un environnement facilitateur, le pouvoir d'eux, et évidemment, puisqu'on se situe dans le milieu associatif, ça convoque un pouvoir partagé. Ce processus, il est salutogénique, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau systémique, puisque ça permet d'améliorer la qualité du système. Pour conclure, l'empowerment n'est pas une prise de pouvoir des patients, mais un croisement de perspectives pour penser et faire ensemble un système de santé qui réponde aux besoins constatés. Le pouvoir sûr des patients et des associations dépend de facteurs individuels qui renvoient à leur pouvoir intérieur et collectifs qui renvoient au pouvoir avec, au pouvoir pour, au pouvoir partagé et également exogènes. Et là, je fais référence au pouvoir d'eux. Voilà, donc si je peux me permettre, si ce sujet intéresse quelques-uns d'entre vous, je vous réfère à mon dernier ouvrage sur l'engagement des patients, justement, au service du système de santé, dans lequel il y a bien d'autres exemples que la recherche. Je vous remercie.
exposé très académique qui vient bien compléter les témoignages de nos deux représentants d'associations, donc avec des mots-clés que je résume très très rapidement, cette pensée, passion cognitive et pensée conative, savoir expérientiel, savoir situé, savoir requis, savoir émancipateur. Vous avez également une très belle formule en parlant de papillonner autour des réalités pour savoir innover, pour pouvoir innover, savoir tenir compte de l'expertise, être expert de l'expertise de l'autre. Vous avez parlé d'activisme thérapeutique, on pourrait y revenir tout à l'heure. Prendre le pouvoir n'est pas prendre le pouvoir, prendre du pouvoir n'est pas prendre le pouvoir. Le pouvoir d'agir devient également le devoir d'agir. Vous avez parlé des paradigmes de la co-construction, effectivement, que nous rencontrons. Et donc vous avez présenté à la fois une lecture très académique, mais ô combien en lien avec les réalités que vivent les usagers et leurs représentants. Et on vous en remercie.